j'étais rendu fatigué. J'étais rendu fatigué de penser que je pouvais tout faire. Et puis, on a engagé une première personne. Cette personne-là, on lui a donné des responsabilités. On a vu le momentum que ça a donné. Et là, tu répètes ça. Parce que là, tu vois c'est quoi les caractéristiques de cette personne-là, c'est quoi que t'aimes. Puis souvent, c'est de combler tes faiblesses. Hein. Ce qui est important pour nous, dans le fond, chez Nicoletti, avant, on appelait ça l'esprit familial. Puis là, on a transformé ça à être tatoué Nicoletti. Puis être tatoué Nicoletti, c'est dans le fond d'avoir à cœur l'entreprise pour qui tu travailles. C'est une de nos valeurs vraiment importantes. Quand tu as des gens qui sont engagés, ils ont le goût de se donner, ils ont le goût d'adhérer à où tu t'en vas. Après ça, notre rôle, c'est évidemment d'être clarifié, là, de le mettre bien clair pour tous. Ça, l'engagement, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ils disent « Ouais, mais pour atteindre ça, je dois atteindre un certain volume d'affaires, une certaine marge de profitabilité, une certaine grandeur d'entreprise. » Est-ce que c'est vrai, ça? Ou à un certain moment, on peut le faire plus vite et on peut être vraiment surpris des résultats? Si on attend après les résultats, ben souvent, on n'est pas capable de les atteindre parce qu'on est surloadé. Il faut l'essayer, il faut se faire confiance, il faut prendre des risques. Tu deviens accro, là. C'est clair. Quand tu trouves la bonne personne, il y a un déclic qui se passe. Puis que tu as une clarté sur qu'est-ce que tu veux accomplir et que cette personne-là dépasse tes attentes. Là, ben, je vois c'est quoi que j'ai besoin pour me compléter. Je vois qu'est-ce que ça donne comme résultat également. Vincent Nicoletti, tu es le président et directeur général du groupe Nicoletti, une organisation de pneus et mécanique qui possède 5 succursales partout au Québec. Arrivé en 2006 dans l'entreprise, tu as racheté cette dernière en 2016 en la faisant passer de 50 à 110 employés tout en doublant son chiffre d'affaires. Vincent Nicoletti, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Antoine. Et Vincent, on a beaucoup à décortiquer ensemble aujourd'hui entre ton évolution personnelle et également celle de l'entreprise. Mais peut-être un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cette belle histoire de croissance, est-ce que ce serait peut-être possible pour toi de nous expliquer ce que fait ton entreprise au quotidien, un petit peu comment vous vous démarquez de la compétition? Oui, absolument. Ben, écoute, on est des succursales qui font de la vente de pneus et services mécaniques pour automobiles, ainsi que notre division qui fait tout le service et l'entretien de pneus pour les véhicules lourds. Fait que donc, nous, notre spécialité est vraiment de réduire les coûts d'opération des compagnies de transport pour tout ce qui touche le volet pneumatique. Fait que donc, c'est comme ça qu'on se démarque du marché. C'est une entreprise familiale, celle de Nicoletti, une société que tu as rejoint en 2006, Vincent. La première question que j'aime toujours poser aux gens qui viennent sur le podcast et qui ont repris des organisations, est-ce que c'était clair quand tu étais plus jeune, avec ton père, avec ta famille, que tu allais reprendre ton entreprise ou c'est uniquement venu un petit peu plus tard dans les discussions? Ben, écoute, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs du côté de mon père. Là. Au départ, mon père avait une autre entreprise avec sa famille qui était dans le domaine du béton. Fait qu'on s'entend que c'était pas nécessairement ma destinée de dire je veux absolument devenir entrepreneur, mais c'est facile pour un jeune garçon de triper ses camions. Hein. Fait que je trouvais ça vraiment fascinant. Puis j'allais souvent voir mon père à l'entreprise. Fait que j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat. Fait que donc mon père en parlait quand même beaucoup à la maison. Du côté de ma mère, ben ses parents avaient une épicerie. Fait que des deux côtés, ça a toujours été quelque chose dans quoi on a baigné. Et puis, je te dirais, tu sais, pour préciser un peu là-dessus, je pense que c'était pas nécessairement de prendre la relève de famille comme, tu sais, d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut puis de réaliser des projets. Bien sûr. Fait que donc, c'est surtout ça, je pense, qui m'a guidé. Fait que dans mon parcours, quand j'étais jeune, ça a toujours été ça que je voulais. Fait que, à un moment donné, les discussions sont devenues un petit peu plus sérieuses à savoir est-ce que je rejoindrais l'entreprise familiale, mais mon but a toujours été de faire des projets, de les réaliser, puis d'avoir la liberté de pouvoir les faire. Donc, sans nécessairement dire que tu savais que tu allais reprendre l'entreprise familiale, tu savais que tu voulais par contre faire des projets, que tu allais contrôler. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Ça a toujours été ça. Et bon, tu rentres en 2006. C'est quoi ton rôle à ce moment-là? C'est quoi que tu conviens un petit peu avec ton père? Est-ce que tu vas t'occuper des ventes? Est-ce que tu vas t'occuper des opérations? Est-ce que tu vas le suivre au quotidien en ce qu'il fait? À quoi ça ressemble ton travail à ce moment-là? Ben, mon père, en fait, a acheté son premier garage en 97. Fait que j'étais à l'adolescence à ce moment-là. Puis j'ai travaillé, moi, dans l'organisation l'été. Là. Je posais des pneus, j'ai été vendeur au comptoir. Fait que j'ai été baigné quand même dans l'entreprise de vente de pneus.
Et puis, par la suite, ben, j'ai fait mon parcours à l'université, puis je suis devenu comptable agréé. Puis c'était quand même clair là, que je ne resterais pas comptable toute ma vie. Fait que donc, par la suite, quand j'ai rejoint l'entreprise en 2000, fin 2006, début 2007, euh, mon père avait quand même grandi l'entreprise par acquisition, puis on avait besoin de mettre un peu de structure en place. Fait que donc, mon premier mandat a été principalement ça. Fait que j'étais plus dans un rôle administratif au départ. Et puis, mon rôle a évolué au fil des années, là, mais au départ, ça a été ça. Et tu nous parles un petit peu de ménage, d'ajuster, d'intégrer ces entreprises-là. D'ailleurs, tu me disais dans un appel qu'on avait ensemble que ce gros ménage-là a surtout eu lieu peut-être en 2012. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait à remettre en place, qu'est-ce qu'il y avait à remettre en ordre dans l'organisation? Oui. Puis ultimement, nous dire, après avoir fait ça, qu'est-ce que ça a donné sur l'entreprise? Comment s'est-elle positionnée, cette organisation-là, par la suite? Quand j'ai joint l'entreprise en 2006, on faisait partie d'un groupement d'achat à cette époque-là. Et puis, ouais. Ah! Puis, il y avait différents enjeux dans le groupement. Et mon père avait pris la décision de quitter le groupement, puis de devenir indépendant, de voguer ses propres ailes. Et puis, bon, pour quitter un groupement, tu veux t'assurer d'avoir un certain volume, puis d'avoir un approvisionnement auprès de tes manufacturiers. Fait que une des choses qui avait été envisagée était de faire de la distribution de pneus. Donc, si vous vous souvenez, en 2008, il y a eu la fameuse loi sur les pneus d'hiver. Alors, tout le monde a vu ça comme étant l'Eldorado de pouvoir maintenant distribuer des pneus parce que les concessionnaires maintenant avaient l'opportunité de vendre des pneus. C'était pas quelque chose qu'ils faisaient auparavant. Alors, beaucoup de gens se sont mis à vendre des pneus. Fait que donc, on avait des divisions, on avait une division automobile, on avait une division poids lourd, puis on avait une division de distribution de pneus, qui a quand même grandi vite, mais le marché s'est énormément resserré au niveau des marges brutes parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui voulaient faire ça. Il y avait un engouement à le faire. Alors, quand on parlait de ménage, c'était de se poser la question à savoir dans quoi qu'on est vraiment bon, Nicoletti Pneumécanique, dans quoi on veut se concentrer pour le futur. Est-ce qu'on peut être bon dans tous ces différents segments-là? Fait qu'il y a eu une grosse analyse qui avait été faite à savoir, ben, sur quoi qu'on mise pour l'avenir, puis dans quoi qu'on veut vraiment se Bien démarquer. sûr. Fait que donc, le choix a été fait, étant donné qu'il y avait quand même un vent de consolidation en distribution, de vendre cette division-là de distribution. Fait que donc, ça a été un de mes mandats qui a commencé en 2000, fin 2010-2011, d'approcher différentes personnes, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette compagnie-là, puis comment dans le fond, la valoriser à son maximum. Puis, on a trouvé un partenaire avec qui on a fait une transaction, puis on a vendu cette compagnie-là de distribution pour ensuite se concentrer vraiment sur nos opérations détail et commerciales. Puis, c'est pas un choix que je regrette, là. Je pense que c'était la Ouais. bonne chose à ce moment-là, là. Là, ça génère du cash flow. Par la suite, ça te permet également de réinvestir cet argent-là, j'imagine, sur l'endroit, les opérations, la direction que tu considères a plus d'impact sur ton entreprise, là. Oui, ça, c'est une partie. Je pense que la chose aussi que ça l'a permis à ce moment-là, c'est ça donne énormément de focus. Bien Ça sûr. donne énormément de focus parce que on était à une certaine taille d'entreprise où c'était différentes divisions à gérer pour peu de personnes. Puis là, ça donne un focus précis à savoir comment je deviens vraiment le meilleur possible dans mes divisions de détail et poids lourds, qui sont des services qui se ressemblent en tant que tels. Là. On dit qu'on vend des pneus, mais avant tout, on vend du service. Là. Tu sais, notre objectif, nous, c'est vraiment de servir nos clients. Fait que donc, on a développé vraiment notre expertise là-dedans. On s'est raffiné. On a vraiment bien défini qu'est-ce qu'on voulait offrir comme service. Puis ça a été gagnant. Et dis-moi, combien de temps ça a pris cette transaction-là? C'est-à-dire, du moment où vous prenez la décision de se dire, on doit peut-être, pardonnez-moi l'anglicisme ici, là, mais déloader une partie de notre organisation qui prend un petit peu trop de place sur ce qu'on a vraiment envie de faire, entre le moment qu'on prend cette décision-là, qu'on entoure des acheteurs potentiels, qu'on discute, que des vérifications diligentes qui se mettent en place, combien de temps tout ça, ça prend? Je pense que chaque transaction est unique. Dans notre cas, ça a été plutôt rapide parce que c'est toujours une question, dans le fond, de hasard, là, mais une autre personne qui était un de nos compétiteurs sortait d'un réseau de distribution, lui aussi, de son côté, mais quelques années plus tard. Puis lui aussi cherchait à agrandir son volume. Fait que donc, ce qu'on avait bâti comme volume, ça fitait et c'était complémentaire dans sa stratégie de marché.
Fait que donc, je te dirais la transaction. Tu sais, à partir du moment où on a décidé que c'est ce qu'on voulait faire, à la compléter en moins d'1 an, c'était fait. Moins d'un an. Donc, on a Ouais. trouvé un acheteur, un mariage parfait qui se met en place. Et bon, après cette année-là, qu'est-ce qui se déroule? Qu'est-ce que tu as comme focus? Qu'est-ce que tu as comme temps également peut-être pour te concentrer? Je serais curieux de voir comment ton entreprise s'est mis peut-être à accélérer après avoir enlevé ce fardeau peut-être un petit peu que vous aviez sur les épaules avec cette autre division qui n'était plus dans votre focus. Ouais, ben tu vois, tu sais, une des choses qui a fallu réapprendre à faire, c'est que tu sais, on a des services, nos services administratifs étaient tous centralisés, fait que tu sais, ni plus ni moins, on a coupé le volume de notre entreprise en deux, là. Tu sais, on vendait ni plus ni moins que la moitié de notre volume d'entreprise, fait que tu sais, des fois, c'est des décisions qui sont difficiles en ce sens que tu te dis, waouh, je fais tout un pas en arrière pour mieux me recentrer et mieux me refocuser. Fait qu'il y a eu un ajustement, là. Tu sais, ça a été une période quand même d'ajustement sur nous, nos réflexes, notre équipe administrative. Il y a eu des gens qui ont fait partie de la transaction. Fait que il a vraiment fallu se regrouper en tant qu'équipe et dire bon, notre focus est maintenant sur ces deux divisions-là. Au départ, tu sais, si on se ramène dans le fond en 2012, quand cette transaction-là a été faite, je suis devenu directeur général. Et là, OK. j'avais tous les directeurs de division. Donc, chacun de nos succursales a un directeur. Puis tous ces gens-là étaient avec moi. Puis là, on s'est vraiment concentré à qu'est-ce qu'on fait et puis comment qu'on le fait. Fait que je te dirais que ces deux, trois années-là, là, 2012 à 2015, a vraiment été aussi une certaine passation entre l'équipe qui était sous mon père à devenir mon Bien équipe sûr. également, là. Fait que des choses que on croyait bonnes avant, ben ça a été de les remettre dans le fond, à ma sauce à moi, là. Et je te pose une question, Vincent, parce que c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent dans une dynamique père-fils, dans une dynamique fondateur-repreneur. Il peut y avoir un changement de vision ou même un changement de gestion. Avec du recul, quelle est la plus grosse différence que tu as dans ton style de gestion, dans ton style de direction que ton père pouvait avoir? Quel a été le changement vraiment vécu, tu penses, chez les employés de Nicoletti? Je te dirais, tu sais, la grande force de mon père, c'est un entrepreneur de première génération. Il avait le nez impliqué dans tout, tout ce qui se passait dans l'entreprise, tu sais. C'est une blague qu'on fait ici, mais tu sais, il y a pas de machine à pneus dans un garage qui se changeait de place sans qu'il était au courant. Je Oh, pense wow! que tu sais, c'est une de ses grandes forces parce que, tu sais, il connaissait l'entreprise, du bout de ses doigts. Fait que donc, il était extrêmement impliqué dans toutes les opérations quotidiennes. Fait que je pense que le plus grand changement qui a eu lieu, c'était, tu sais, on était rendu quand même avec une taille de cinq points physiques différents, 5 succursales géographiquement placées différemment. Fait qu'un des changements a été, moi, j'ai dit à mes directeurs, vous êtes les mieux placés pour être capable de gérer votre division. Fait que donc, on va se déterminer des objectifs ensemble. Mais c'est votre job de la rouler au quotidien, là. Vous allez avoir une marge de manœuvre puis une marge de prise de décision qui va vous permettre de réaliser le plan qu'on a mis en place. Fait que ça a été, je te dirais, un des changements. Il y a des gens qui s'adaptent bien à ça, il y en a qui s'adaptent pas nécessairement bien à ça. Fait que il y a eu du coaching, il y a eu de l'accompagnement pour que justement le carré de sable soit bien défini sur c'est quoi la place que je veux laisser à des directeurs de prendre des décisions. Et puis, ça s'est finalement très, très bien déroulé, là. Tu sais, on a des directeurs qui, oui, on a un cadre sur c'est quoi qu'on veut atteindre en tant qu'entreprise, mais ils ont leur zone de prise de décision. Un point que j'aimerais expliquer un petit peu à l'audience qui, je crois, va pouvoir en aider plus d'un. Tu es en charge de l'organisation, tu as les deux mains sur le volant à partir de 2012. Mais tu rachètes uniquement l'organisation en 2016 et ça a été fait de ton plein gré. C'est toi qui voulais reprendre l'organisation. C'est toi qui voulais la racheter également avec certains membres de ta famille. On pourra en parler un petit peu plus tard. Mais en 2012, c'était quoi le plan? Parce que définitivement, si ton père te donne les clés pour être directeur général, ultimement s'installe des conversations, une dynamique de reprise, un rachat d'actions. Comment c'était supposé être fait en 2012? Et par la suite, j'aimerais que tu nous amènes à ce qui a amené peut-être au changement de plan ou à l'ajustement du plan
et au rachat complet que tu as fait en 2016? Moi, je pense que, une des premières choses qui est vraiment importante de couvrir, c'est l'entrepreneur de première génération qui passe à la deuxième génération. Il y a un certain rôle de, ce que j'ai fait avec mes directeurs, il a la responsabilité de le faire avec son directeur général ou avec son repreneur. Fait que, Louis, qui est mon père, m'a donné un mandat de directeur général, puis m'a dit bon, voici qu'est-ce qu'on va atteindre, mais tu as la responsabilité de le faire. Et il m'a laissé de la place pour le faire. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Parce que ça m'a permis justement de tenter des choses, de les essayer, de parfois faire des erreurs, mais il y avait quand même la confiance de tu as le mandat de le faire. Fait que ça a été, je te dirais, la première chose, c'est j'ai eu la confiance de mon père pour pouvoir le faire. Ce qui par la suite, s'est passé, c'est au fil de ces années-là, beaucoup de discussions à bon, est-ce que la direction comprend correct? On s'est fait accompagner également. On a eu l'aide, en fait, justement, en 2012, je pense que c'est la première fois que j'ai rencontré Cléo Maheu que tu connais absolument, là. Ouais, fait qu'on a fait un premier plan d'affaires ensemble, mon père et moi, accompagnés avec elle. Puis ça nous a comme donné une direction commune on s'entend que c'est ça qu'on veut faire, parfait. Puis là, ça a déterminé les rôles de chacun. Qui fait quoi dans le plan? C'est quoi les priorités qui sont les miennes? C'est quoi les priorités qui sont les tiennes? Fait que ça nous a quand même pas mal aidé. Puis ça nous a permis de naviguer ces 3 ans-là, là, en 2012-2015, de façon quand même assez claire sur puis on avait à se voir fréquemment sur bon, mais là, c'est-tu ton rôle, c'est le mien, parce qu'il y avait des vieux réflexes, nécessairement c'est facile de prendre le téléphone puis d'appeler un directeur de succursale que tu connais depuis longtemps quand c'est toi qui es le fond d'affaires, mais il ne faut pas nécessairement que tu le fasses. Fait que on avait des rencontres régulières à raison d'une fois semaine sur bon, qu'est-ce qui allait pas, puis on se disait les vraies affaires. Fait que ça s'est quand même bien passé. Mais je dois dire que c'est un exercice qui, je l'ai vu aller, mon père, je pense que ça demande beaucoup de sagesse d'être capable de le faire. Beaucoup de sagesse. Parce que c'est trop facile, tu l'as bâti, tu connais tout. Fait qu'il faut que tu fasses confiance à la deuxième génération. C'est quasiment instinctif de dire je le connais le problème, laisse-moi le régler. Laisse-moi y parler à mon directeur de succursale, je le sais comment régler tout ça, mais la réalité, c'est que la manière que les choses fonctionnaient dans le passé, c'est pas nécessairement comment que les choses vont devoir fonctionner dans le futur. Puis j'imagine que s'il s'interpose continuellement dans ces discussions-là, ça devient de l'ingérence, puis toi, tu perds un peu le contrôle avec ton monde, là. Oui, c'est clair. Puis je pense qu'il y a eu un certain changement générationnel aussi où mon père reconnaissait que la façon de gérer, où on est très directif avec la génération qui arrivait sur le marché du travail à cette époque-là, il voyait que la technique fonctionnait, disons, un peu moins bien. Fait que je pense qu'il y a eu la sagesse aussi de dire bon, je vais te donner la chance de le faire parce que ton style de gestion est probablement un peu plus adapté à la génération qui arrive sur le marché. Fait que ça, il y a eu cette sagesse-là également. Fait que oui, ça a été, je te dirais, le gros, dans cette transition-là, beaucoup de communication. Bien Il y a eu un sûr. bon accompagnement pour être capable de le faire. Et puis, ça s'est quand même bien passé. Ben, ce que je retiens ici, plan clair, accompagnement, puis au final, bien entendu, laisser de la place aux repreneurs. Je pense que ça m'a l'air d'être une recette qui a bien fonctionné pour toi. Et bon, avant qu'on parle du rachat d'organisation, Vincent, j'aimerais que tu me dises, du moment que tu es en charge, que tu vois que c'est toi qui vas amener l'entreprise à la prochaine phase de croissance dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, qu'est-ce qui est clair devant toi que tu dois changer? Parce que c'est important de le dire, l'entreprise a plus que doublé depuis que tu l'as reprise. Donc, définitivement, ce que tu as mis en place a fonctionné. Félicitations. Qu'est-ce qui était clair à ce moment-là, des choses qui devaient peut-être changer, évoluer pour vraiment atteindre cette prochaine phase d'accélération, ce prochain step en tant qu'entreprise, littéralement? Il y a 2 choses dans notre division qui s'occupe d'automobiles, donc les véhicules des consommateurs et des véhicules de flotte. On faisait principalement du pneu. Peu d'entretien.
Et puis ça, dans ma tête, ça ne fonctionnait pas. Tu sais, on doit s'occuper du véhicule du client, on doit s'occuper des besoins de notre client. Fait que, tu sais, si j'avais à résumer ça, on se rendait compte que tu sais, nos clients venaient 2 fois par année nous visiter pour leur changement de pneus. Il y avait des besoins d'entretien. On les faisait pas parce qu'on avait juste une chose en tête, c'était de faire des changements puis de vendre des pneus. Fait que donc, une des choses importantes qu'on a changées, ça a été ça. Fait que, tu sais, le 2 tiers de notre chiffre d'affaires était de vendre des pneus. Si on se ramène en 2012, aujourd'hui, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est juste de l'entretien de véhicules. Fait que donc ça a été un changement qui a été important au niveau des véhicules consommateurs. Puis au niveau du commercial, ben ça a été de mettre du focus justement là-dessus, puis de bien comprendre c'est quoi que nos clients avaient besoin. On vendait des pneus avant, maintenant, on veut vraiment les aider à réduire leur coût d'opération. C'est la troisième dépense la plus importante dans une flotte, là, après avoir payé la main-d'œuvre pour conduire le camion puis mettre du carburant dans le camion. Les pneus, c'est la troisième dépense la plus importante dans une flotte. Fait que donc, et c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de suivi. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, mais que ça fait déjà un bout de temps qu'on connaît dans l'industrie du transport, c'est pas la chose dont les gestionnaires de flotte s'occupent tant que ça. C'est pas par mauvaise volonté, c'est parce qu'ils ont juste pas le temps. Fait qu'on est arrivé avec des solutions innovatrices où on fait de l'accompagnement avec eux pour les aider vraiment à réduire leur coût d'opération. Donc, en entretien préventif sur leur flotte. Fait que ça nous a permis de gagner des parts de marché. Puis ça nous a amené où on est aujourd'hui. Fait que je te dirais vraiment centré sur c'est quoi les besoins de nos clients, bien comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis offrir le service. Arrive 2016, tu prends la décision de racheter complètement l'organisation. J'aimerais peut-être par la suite que tu nous dises un petit peu comment ça s'est fait avec ta sœur, je pense qu'elle était impliquée. Mais c'était pas ça nécessairement qui avait été conclu, je pense, de dire littéralement on reprend tout maintenant. Je pense que ton père avait peut-être en tête de garder encore une certaine place dans l'entreprise au niveau de l'actionnariat et peut-être que ça peut être dilué à travers le temps, certes, mais c'était pas le plan. Mais toi, tu voyais les choses différemment. J'ai l'impression que tu voulais ton indépendance. Comment cette transaction-là, ces réflexions et même ces discussions-là se sont mises en place avec ton père? Rendu en 2016, ça faisait déjà 4 ans là, que j'étais directeur général. Puis même, tu sais, mon père me laissait quand même beaucoup de place là, dans la vision stratégique de où on voulait aller. Fait que donc, rendu en 2016, je lui ai dit, écoute, père, moi, c'est pas... je, je veux pas juste savoir sur ton testament, c'est quoi qu'on va faire avec l'entreprise. Moi, j'ai le goût d'être impliqué, mais j'ai le goût de devenir actionnaire de l'entreprise. Fait que donc, j'aimerais ça pouvoir acheter des parts dans l'entreprise. Fait qu'il m'a dit, OK, tu veux le faire seul, tu veux le faire avec ta sœur, parce que ma sœur est impliquée dans l'entreprise. Là, de la façon dont on sépare les tâches, ma sœur, à l'époque, s'occupait du marketing et des ressources humaines. Elle a changé de rôle maintenant, elle elle est directrice des opérations de toute notre division détail. Mais à ce moment-là, il me dit, est-ce que tu veux le faire avec elle? Ma sœur est quelqu'un qui est très complémentaire à moi. Fait que donc, à ce moment-là, on s'est assis les deux ensemble, puis on a dit oui, on serait prêt à t'acheter. Et puis, Complètement? C'est ça qui est dit? c'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on a OK. demandé. Puis, puis là, dans le fond, mon père a dit OK, comment vous voulez procéder? Puis on a dit on va approcher les banques, puis on va trouver du financement. Puis mon père croit énormément en nous, fait qu'il a dit tu sais, je pourrais jouer ce rôle-là. Je pourrais jouer ce rôle-là pour vous, puis vous financer si vous le désirez. Fait que donc, on a accepté son offre qui nous a permis de quand même continuer à réinvestir dans notre croissance. Fait que, tu sais, on a trouvé une entente où il nous finance pour faire la transaction, mais ça nous permet d'avoir la latitude pour continuer à grandir. Donc, juste pour bien situer l'audience, pour qu'on soit capable de bien comprendre le tout, disons qu'on donne une valeur, et ça, je tiens à le dire, ce n'est qu'une valeur, un exemple, ce n'est clairement pas le prix que Vincent a acheté l'organisation, mais souvent quand on dit que l'entreprise vaut 10 millions, habituellement, quelqu'un qui vend son organisation, s'il y a un financement avec les banques, va se faire donner son argent et c'est les banques qui vont financer le tout à travers le temps en payant des intérêts. Donc, Vincent va payer des intérêts à la banque pendant 5, 10 ans, peu importe le nombre d'années qui est fait, et le vendeur reçoit son argent maintenant. Dans ce cas-ci, ton père, on revient, on dit, disons, arbitrairement que c'est 10 millions de dollars la transaction. Vous mettez en place une dynamique où est-ce que si l'entreprise, disons, fait
1 million de profits chaque année. 50 de ces profits-là sont réinjectés dans l'entreprise et 50 de ces profits-là, disons, vont à l'achat que vous faites de l'entreprise. C'est-tu une genre de dynamique comme ça qui s'est mise en place? Dans le fond, ce qui s'est fait, ça a été, à ce moment-là, ça a été un gel qui a été effectué là, de la valeur que Louis avait. On a émis des actions privilégiées à Louis, puis on a fait une cédule de rachat de ces actions avec un mécanisme en place où on peut rajuster à chaque année la valeur de rachat d'actions à la hausse en fonction de la performance. Fait que oui, tu as très bien résumé ça. Mais vous gardez une marge de manœuvre pour réinvestir tout de même dans l'entreprise s'il y a des excès de liquidité, puis il faut qu'on accélère un peu. Je te dirais que Louis, mon père, croit tellement en notre entreprise. Puis, tu sais, une famille qui est quand même assez tissée serrée, que lui, son souci est je ne veux pas freiner votre croissance, je ne veux pas venir étouffer l'entreprise. Fait que je veux être capable de vous laisser la marge de manœuvre de le faire. Fait que on a une bonne entente qui fonctionne vraiment bien. Mais oui, on a vraiment eu un bon deal, comme on dit. Mais un bon deal, mais dans le sens, l'entreprise est rachetée au vrai prix, mais c'est la manière de financer le tout qui est très avantageuse pour vous. On pourrait dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est clair, les gens comprennent un petit peu. Hein? Ça peut donner des idées aux gens qui nous écoutent, peut-être s'il y a des dynamiques à mettre en place. Bon, je serais curieux peut-être de t'entendre un petit peu ici. La dynamique peut-être un peu familiale. Ta sœur est impliquée, tu es impliqué, ton père, comme on vient de le voir, est impliqué dans l'organisation. Il y a peut-être d'autres membres de la famille qui étaient impliqués dans tout ça. Comment Vincent Nicoletti gère ça? C'est-à-dire que oui, ça m'a l'air tout beau sur papier dans la manière que tu l'expliques sur le podcast. Mais bon, tous les gens qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, savent très bien que l'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas dans toutes les sphères. On gère ça comment? Est-ce que quand on a des soupers de famille le dimanche soir, on parle encore de ça? Est-ce que tu es quand même capable d'avoir des moments d'activité avec ta sœur ou est-ce que vous ne parlez pas de business? Comment ça se met en place? Je serais quand même curieux de t'entendre ici, Vincent. Ouais, on départage quand même pas mal bien les choses. Je te dirais que je pense que comme on l'a fait au départ entre mon père et moi, on a fait la même chose, ma sœur et moi. Puis un des principes qui est très important pour elle et moi, c'est on est frères et sœurs, mais on a une entreprise à gérer, puis on a des rôles à jouer. Fait que donc, une des règles qui est capitale pour nous, c'est de ne jamais se piler ses pieds dans nos responsabilités respectives. Fait que ça enlève beaucoup je pense, de zones de conflit, là. Elle est directrice des opérations des magasins de détail. Si j'ai quelque chose à adresser, c'est par elle que je vais passer. Fait que donc, il faut respecter ça. Ça, c'est extrêmement important. Et à l'inverse, tu sais, dans mes responsabilités, elle ne s'immiscera pas là-dedans. Fait que donc, ça c'est une des choses qui, en tout cas, qui nous a été un bon succès jusqu'à maintenant. Donc, définir les rôles, puis tu sais, vraiment les respecter. Puis la deuxième chose, puis ça, on est humain, hein, on se fait prendre tout le temps ça. On veut bien communiquer, on communique beaucoup, elle et moi, en tant qu'actionnaires et en tant que frères et sœurs. Mais on a eu récemment, ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas parlé, puis on a eu une bonne discussion, puis c'est des discussions qui sont pas toujours faciles, mais je pense qu'il ne faut pas les laisser traîner, ces choses-là. Tu sais, à savoir, c'est quoi les attentes qu'on a, chacun, un envers l'autre en tant qu'actionnaire. Il faut les avoir. Tu sais, il faut les avoir, il faut les mettre à l'agenda, puis il faut pas en manquer trop souvent à ces rencontres-là parce que on a chacun nos perceptions. Tu sais, puis on est humain, puis on est des gens en affaires, mais on a aussi nos familles respectives. Radel a des enfants, j'ai des enfants aussi. Fait que ça vient avec des responsabilités. Et puis, il faut naviguer là-dedans, mais je pense que la clé, c'est vraiment de s'entendre sur c'est quoi les attentes que chacun a envers l'autre dans l'entreprise. Ton père, dans tout ça, est-ce que tu sentais que des fois, il voulait s'intégrer encore un peu dans la gestion, te dire, Vincent, non, tu devrais faire ça comme ça. Et même quand il avait vendu l'entreprise, comment ça se met en place, tout ça? Pour être bien honnête avec toi, pas tant. Mais ce qui s'est passé, c'est curieux parce que quand on a fait le rachat en 2016, au cours de circonstances, le magasin initial que Louis avait racheté, qui est ici à Joliette, sur la rue Baudry, ce magasin-là est devenu sans directeur de succursale.
Puis Louis a dit, écoute, je vais vous donner un coup de main si vous voulez, le temps que vous trouviez un directeur, puis je vais aller m'en occuper. OK, wow! Ouais, fait que tu comprends que là, mon père devenait mon employé. Oh là là! Ouais, mais écoute, non, ça s'est super bien passé. Puis le coup de main qu'il devait nous donner pour quelques mois, finalement, il a extensionné son mandat à quelques reprises de lui-même. Puis il a dit non, je veux continuer, je veux atteindre un certain chiffre, je veux atteindre un objectif. Fait que, Aïe, aïe, aïe. ouais, L'entrepreneur revenait en lui, puis exactement. Puis tu sais, puis honnêtement, c'était vraiment le fun à voir parce que, tu sais, il y avait du plaisir à le faire, puis ça donnait un momentum aussi dans l'entreprise où, bah, si le fondateur est capable de le faire, pourquoi que les autres directeurs ne seraient pas capables de le faire, hein? Fait que, en 2020, pendant la pandémie, en fait, là, il a dit: «Écoutez, je suis prêt à passer à autre chose pour trouver un directeur». Fait que, tu sais, il était plus impliqué au niveau direction de l'entreprise. Il avait son rôle à jouer, qu'il jouait puis qu'il avait bien du plaisir à faire. Une fois par année, on lui présentait les états financiers quand même parce que, tu sais, il demeure un actionnaire, en action privilégiée de l'entreprise. Fait que c'est sûr que cette transparence-là a toujours eu lieu. Mais pour le vrai, il s'est pas émissé tant que ça. Il nous pose des questions. Tu sais, il nous pose des questions à savoir, où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, tu sais, Louis a tellement d'expérience que c'est le fun d'échanger sur cette expérience-là. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a un switch qui se fait aussi auprès des entrepreneurs. Quand tu es de deuxième génération, tu vas faire tes preuves. euh, Puis à un moment donné, tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de sagesse. Tu sais. Il y a beaucoup de sagesse dans l'entrepreneur de première génération. Puis quand il n'y a pas l'espèce de compétition de ah, je vais faire mieux que la première génération, tu te rends compte que tu peux bénéficier beaucoup de cette expertise-là. ben oui, c'est sûr et certain, hein. L'expérience, ça peut nous faire aller beaucoup plus vite des fois. La sagesse, ça peut changer énormément de choses. Mais bon, tout de même, il y a la sagesse, il y a également la jeunesse, l'ambition de doubler la business, Vincent. Qu'est-ce qui s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on était capable de faire ça? Parce qu'on parle quand même d'une organisation dans une catégorie qui est mature. C'est pas comme si du jour au lendemain, une catégorie se crée et là, les parts de marché sont vierges et tu peux aller les prendre. C'est mature, c'est très segmenté par endroit géographique. Donc, les parts de marché sont limitées par ville selon le nombre d'habitants. Et tu as le même nombre de succursales que tu avais quasiment, littéralement, je pense, au moment du rachat. Donc, on la double comment, cette business-là? Comment qu'on s'y est pris? Une des décisions qui avait été prises au départ, c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut juste être clair sur c'est quoi qu'on veut accomplir? Ça, c'est la première chose. Puis, en étant vraiment clair sur ce qu'on voulait accomplir, c'est facile de se distraire avec des acquisitions et de perdre le focus, encore une fois. Fait que moi, ce que j'avais dit à mon équipe, c'est on va devenir bon, vraiment bon, exceptionnellement bon dans ce qu'on va faire avant de penser à faire des acquisitions. Fait qu'au départ, on s'est concentré là-dessus. Par la suite est venu que je me suis dit, je pense qu'il y a des gens meilleurs que moi, puis je vais m'entourer de ces gens-là meilleurs que moi. Fait que j'avais des très bons directeurs de succursales. Mais je me suis rendu compte que si on voulait accélérer, ben, ça me prenait un directeur d'opération au détail. Ça me prenait un directeur d'opération commercial pour avoir encore plus de focus. Ça me prenait un directeur finance. Ça me prenait un responsable des achats. Fait on dirait qu'à chaque fois que j'ai mis quelqu'un en place, je me suis rendu compte que cette personne-là était meilleure que moi pour le faire. Fait que mon rôle en Ça tant que change tout, hein? ben, ça va, c'est une des choses qui permet d'accélérer. Tu sais, on parle d'accélération, là. Euh, Ma job, moi, c'est de dire où on s'en va, mais il faut que je trouve les bonnes personnes pour nous amener là. Puis que ces gens-là livrent la marchandise. Et moi, j'aurais une question pour toi. C'est à quel moment que de ton côté, tu as changé un petit peu ta manière de voir les choses et au lieu de penser à comment, tu as pensé à qui peut le faire? C'est à quel moment que ça l'a changé de ton côté? Parce que on le voit, les entreprises qui accélèrent beaucoup, le dénominateur commun, c'est toujours le même, c'est la qualité des équipes. Et à un certain moment, il y a un switch qui se fait et c'est plus comment on le fait, mais qui peut le faire et qui l'a déjà fait. C'est à quel moment, au meilleur de tes souvenirs, que tu as eu ce déclic-là?
J'ai le goût de te dire autour de 2018. 2018. Autour de 2018, ouais, on avait procédé à l'achat de Louis. On était en phase là, de continuer notre croissance. Puis ce que je me suis rendu. Ben, honnêtement, c'est arrivé d'un point de vue où j'étais rendu fatigué. J'étais rendu fatigué de penser que tu sais, je pouvais tout faire. Et puis, c'est par ça qu'est arrivé que on a engagé une première personne. Cette personne-là, on lui a donné des responsabilités. On a vu le momentum que ça a donné. Mais là, tu commences à croire à ça. C'est bien cool, là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Fait que là, tu te dis à chaque fois. C'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est quand tu trouves la bonne personne, il y a un déclic qui se passe. Quand tu trouves pour la première fois la bonne personne, tu sais, puis que tu as une clarté sur qu'est-ce que tu veux accomplir et que cette personne-là dépasse tes attentes, pas juste une fois, mais fois après fois, là, tu te dis, oh, OK, je tiens quelque chose. Et là, tu répètes ça. Parce que là, tu vois, c'est quoi que les caractéristiques de cette personne-là, c'est quoi que t'aimes. Puis souvent, c'est de combler tes faiblesses. Hein. On ne s'avoue pas c'est quoi nos faiblesses. Moi, j'ai des faiblesses en gestion, j'ai des faiblesses dans qui je suis, j'ai des grandes forces, mais j'ai des faiblesses. Mais là, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est faut que je m'entoure de personnes qui vont combler ces faiblesses-là que j'ai. Fait que j'ai des gens qui sont extrêmement rigoureux en suivi quotidien. Ben, ça fonctionne, tu sais, parce que moi, c'est pas dans mes forces. Fait que là, ben, je vois c'est quoi que j'ai besoin pour me compléter. Je vois qu'est-ce que ça donne comme résultat également. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui disent ouais, mais pour atteindre ça, je dois atteindre un certain volume d'affaires, une certaine marge de profitabilité, une certaine grandeur d'entreprise. Est-ce que c'est vrai ça ou à un certain moment, on peut le faire plus vite et on peut être vraiment surpris des résultats? Ben oui, mais c'est la poule ou l'œuf. Hein. Bien sûr. Si on attend après les résultats, ben souvent on n'est pas capable de les atteindre parce qu'on est surloadé. Il faut l'essayer, faut se faire confiance, il faut prendre des risques. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on en prend des risques, puis c'est des risques calculés, là. Mais on a des risques à prendre. On est prêt à prendre des risques pour ouvrir des nouveaux marchés, on est prêt à prendre des risques pour faire des acquisitions, on est prêt à prendre des risques pour partir des nouvelles divisions. Il faut prendre des risques aussi sur déléguer. Il faut prendre des risques sur s'entourer de meilleures personnes. Puis ça, je crois que c'est. Bon, en tout cas, je suis prêt à certifier que c'est un des grands succès qu'on a eu chez Nicoletti, c'est de s'entourer de meilleures personnes que leur président. Là. C'est clair. Fascinant. Fascinant, Vincent. Bon, donc, s'entourer des bonnes personnes, trouver ces bonnes personnes. Il y a autre chose qui te vient en tête qui a amené une si belle croissance. Bien entendu, comme tu l'as mentionné, focuser sur nos forces, focuser sur quoi qu'on est exceptionnel. Ouais, ben, on en a parlé. Je pense aussi que c'est de partager c'est quoi notre rêve, puis de pas être. On a une réserve des fois, je pense. Je sais pas si ça vient de notre passé de catholique, là. Nos antécédents judéo-chrétiens, hein, ça se peut. Exactement, exactement. Faut pas avoir peur de partager nos rêves avec notre équipe. Faut les partager parce qu'ils ont le goût de savoir qu'est-ce qu'on a le goût de réaliser. Puis ils ont le goût de faire partie d'une équipe qui veut réaliser des rêves. Fait que ça aussi, c'est l'autre chose, je crois qu'on a bien fait en tant qu'équipe de direction, c'est de définir qu'est-ce qu'on a le goût, moi de donner la vision, mais que l'équipe dise OK, on a un plan pour y arriver. Il faut que ça soit connu de l'organisation, puis il faut le faire savoir. Fait que le plus de personnes sont souvent et fréquemment au courant de qu'est-ce qu'on veut accomplir, puis de jusqu'où on est prêt à aller dans nos rêves, ben, ils ont le goût de nous aider à y arriver. Là. J'aimerais que tu nous expliques un peu ce rêve-là et tu nous dises également qu'est-ce qui vous attend dans les 12, dans les 24, dans les 36 prochains mois, et peut-être même plus, parce que peut-être que ce rêve-là, cet objectif-là, va prendre du temps. Donc, qu'est-ce qui vous attend, Groupe Nicoletti, dans les prochaines années? Ouais, ben notre rêve, nous, on a 5 succursales actuellement. On a une présence dans la grande région de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière. C'est là qu'est notre terrain de jeu. Tu sais, notre objectif ultime, c'est de devenir la référence en entretien de véhicules au Québec. C'est ça qu'on peut faire. Fait que donc, que ce soit des véhicules automobiles, des véhicules poids lourds, c'est ça notre rêve. Donc, de devenir la référence. Puis pour être la référence, ce que je dis souvent à mon équipe, c'est la référence, c'est pas en étant le moins cher nécessairement. On veut offrir un service de qualité au juste prix. Fait que donc, c'est basé sur la qualité du service qu'on va offrir. Fait qu'on est rendu où maintenant dans notre plan? Puis qu'est-ce qui nous attend dans les 2, 3 prochaines années? Ben, oui, on a de la croissance devant nous. Puis je te dirais que
là, plus que jamais, ce qu'on se rend compte, c'est que on a formé une super belle équipe, puis cette équipe-là est capable de prendre des défis de croissance par acquisition. On est là. On est vraiment là. Fait que là, on est à la recherche. On est à la recherche, puis on sème des graines, on rencontre des gens parce que on est là. On est vraiment à agrandir notre réseau. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent sur le podcast aujourd'hui et qui auraient peut-être un garage à vendre, vous savez à qui aller parler. On mettra les informations de Vincent, bien entendu, dans les notes de l'épisode. Vincent, des petites questions personnelles. J'aime toujours partager avec notre audience des lectures. Est-ce qu'il y a des lectures d'affaires ou des lectures que tu pourrais partager aux gens qui écoutent le podcast? Oui, ben, il y a quelques livres, tu sais, que j'ai lus puis qui me restent en tête puis que je vais rouvrir souvent. Il y en a un, justement, que Cléo a traduit de Warren Ronstadt qui s'appelle Leader en nous, là, qui est Vivre une vie intentionnelle. Moi, Bien sûr. c'est un livre que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est bourré de sagesse. Puis tu peux le reprendre souvent, ouvrir une page, lire 3 pages, puis ça va te rester en tête pour la semaine. Ça a été un grand changement dans ma vie quand j'ai lu ce livre-là. Un livre que j'aime relire souvent aussi, j'ai pas le titre en français, ça s'appelle Five Dysfunctions of a Team. Je sais pas si tu as lu ça, Antoine. Non, je ne l'ai pas lu, mais Alors, ça me rend curieux. Ouais, c'est de Patrick Lencioni. Et puis, c'est un livre qui traite de... C'est quoi les pièges d'avoir une équipe de direction qui est dysfonctionnelle et c'est quoi les défis pour relever ça. Fait que ça aussi, je m'en sers très, très, très souvent. C'est un livre que j'apprécie beaucoup. Quel autre livre que j'aime bien? J'aime beaucoup Warren Buffett. Je suis pas un investisseur là, avide de suivre la bourse tout le temps, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa sagesse et je trouve que c'est incroyable qu'est-ce que cet homme-là a fait dans sa vie, mais je trouve ça aussi, des fois, d'une grande simplicité. Puis, Patience, vision. Exactement. Fait que The Essays of Warren Buffett, qui est dans le fond un résumé de plusieurs de ses lettres aux investisseurs. C'est tout le temps croustillant les lire. C'est exceptionnel. Ouais. C'est désarmant de simplicité souvent, puis tu te dis... c'est pas plus compliqué que ça. Hein? Ouais. Exact. Exactement. Exact. Fait que ça, c'est 3 livres d'affaires que j'aime beaucoup. Un ami m'a donné The Art of the Impossible de Steven Kotler. Je suis en train de le lire actuellement. C'est le livre que je lis présentement. Fait que je pourrais t'en parler plus. La lecture fait partie de ton quotidien. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Pas tant. J'écoute le tien, Antoine. Un peu le podcast fait croissant. Non, mais écoute, pour le vrai, je profite du temps que j'ai dans mon auto. Moi, j'appelle des amis. On dirait que c'est mon temps pour catch up avec mes amis. Mais oui, j'apprécie beaucoup le tien. Puis principalement, oui, tes entrevues. J'aime aussi beaucoup quand tu parles avec notre ami Jonathan Léveillé. Là, ça, c'est quelque chose que... discussion d'affaires, là. Ouais, je l'aime beaucoup, celui-là. Ah, fantastique. Et bon, pour terminer, la routine. À quoi ressemble la routine de Vincent Nicoletti avant, pendant et après le travail? Oui, ben écoute, je suis père de jeunes enfants, fait que donc j'ai toujours été un matinal. Je suis un matinal. Je me lève tôt, 5h15, là, je vais être debout. Je suis dédié aux enfants parce que les enfants se lèvent tôt aussi. Mais dans mes routines de travail, rythme de rencontre, là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Fait que rencontre journalière avec le comité de direction, un 5-minute meeting tous les matins. On a une hebdo qu'on va faire une fois par semaine. Fait que il y a un rythme là, qui vient des Rockefeller Habits là, qu'on pourra peut-être partager dans les notes, là, mais dans les Rockefeller Habits, il y a un rythme de rencontre avec notre comité de direction. Ça a vraiment changé ma vie. Tu sais, quand on parle d'avoir de la clarté, là, mais une fréquence de rencontre ne laisse pas de non-dit. Fait que ça, pour moi, c'est hyper important. Puis, tu sais, il y a une cascade qui se fait avec toutes les équipes. On dirait que ça a influencé tout le monde. Fait que, tu sais, quand j'ai mon meeting à 9h avec l'équipe de direction, ben, ils ont tous eu leur meeting déjà, toutes ces personnes-là, avec leurs équipes à eux. Fait que tous les matins à 9h, je sais s'il y a un enjeu qui se passe n'importe où dans l'entreprise. Fait que ça, pour moi, c'est bien important. Ouais. Routine, m'entraîner sur l'heure du midi. Je le fais au moins 2 fois par semaine. Ça, c'est bien important pour moi aussi. Termine à quelle heure, Vincent? Pas tard. J'essaie de vraiment pas ramener de travail à la maison. Ça, c'est une autre affaire dans mes routines, là. Le soir, les fins de semaine, j'essaie de pas ramener de travail à la maison. Fait que je vais finir vers peut-être 6h, là. Je vais partir pour la maison. Mais quand j'arrive à la maison, je vais passer du temps de qualité avec mes enfants. Puis la fin de semaine, là,
je le passe avec mes enfants la majorité du temps. Quand je suis capable, là, c'est ce que j'essaie de faire. On décroche un peu. Ouais. Fantastique. Puis garder du temps pour ses passions, si tu peux me permettre, Antoine. Bien sûr. Quelque chose que souvent, c'est... T'es un pilote d'avion, toi, faut le dire aux gens qui nous écoutent, là. Oui. Fait que se garder du temps pour ses passions, c'est important. Je trouve que ça nourrit beaucoup le reste. Vincent, si on va en apprendre plus sur ce que vous faites, peut-être que vous avez des postes ouverts, peut-être que vous êtes toujours intéressé à faire des acquisitions. Meilleur endroit pour vous rejoindre? Ouais, groupenicoletti.com, c'est notre site web. Il y a toutes nos coordonnées qui sont là. Et puis, voilà. Fantastique, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Vincent Nicoletti, merci énormément pour cette discussion totalement fascinante. Je pense que c'est très important de pouvoir démontrer que derrière ce volet business entre un père et un fils, il peut y avoir beaucoup de nuances qui s'installent. Il peut également y avoir beaucoup de stratégies, des stratégies intéressantes de financement, comme tu l'as mentionné aujourd'hui, qui permet à l'entreprise de grandir, qui permet à tout le monde de gagner un petit peu plus autour de la table. Donc, je pense que ça a été excessivement intéressant d'en discuter avec toi aujourd'hui. Je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.